Bonjour à tous, voici une vidéo résumée du chapitre 3, la qualité de l'eau. Pour parler de la qualité d'une eau, il faut bien sûr parler de sa composition. Alors quand on dit l'eau ici, c'est par exemple l'eau du robinet, c'est-à-dire une eau qui n'est pas pure. Dans l'eau du robinet, il y a aussi des minéraux, c'est-à-dire des ions, et puis il y a aussi parfois des organismes vivants tels que des bactéries. Tout d'abord, on va parler de la solubilité. La solubilité, elle est notée S et ça correspond à la masse maximale d'un composé ionique que l'on va pouvoir dissoudre par un litre de solvant. Par exemple, on va prendre le NaCl, le chlorure de sodium, c'est-à-dire le sel de table. Sa solubilité, c'est 359 grammes par litre, c'est-à-dire que pour 1 litre de solvant, on ne pourra pas mettre plus de 359 grammes de sel. Je vais vous donner un exemple plus précis. Imaginons qu'on ait 1 litre d'eau, c'est-à-dire le solvant, et qu'on y mette 350 grammes de NaCl, c'est-à-dire chlorure de sodium. Le sel, bien sûr, il se dissout. Maintenant, on change d'exemple. On a cette fois 600 grammes. 600 grammes, c'est supérieur à la solubilité, c'est-à-dire à la masse maximale d'un composé ionique que l'on peut dissoudre. C'est-à-dire que si je mets ces 600 grammes dans mes 1 litre d'eau pure, eh ben j'ai une partie qui va se dissoudre et une partie qui va rester sous forme solide. Cela signifie qu'on est au-delà de la solubilité. D'ailleurs, pour écrire une équation de dissolution d'un sel ionique, comme le NaCl par exemple, il faut l'écrire comme ceci. Le NaCl, avec un petit s entre parenthèses pour dire qu'il est solide, lorsque l'on le met dans l'eau, c'est la petite flèche, nous donne du Na+, c'est-à-dire des ions sodium aqueux, c'est-à-dire dissous en solution aqueuse, et puis des ions chlore, Cl-, aqueux également, parce qu'ils sont dissous en solution aqueuse. Maintenant qu'on a vu ce que c'était la solubilité, il faut essayer de la comprendre. En fait, c'est quoi la solubilité? Comment on peut l'expliquer? Et on va s'intéresser ici au cas de l'eau. Alors dans l'eau, en fait, l'eau c'est particulier, hein, c'est un solvant qui est polaire. C'est-à-dire que l'oxygène, qui est représenté en rouge, il va avoir une capacité à attirer mieux les électrons vers lui, ce qui fait qu'il va être un petit peu négatif au niveau de sa charge, et puis les hydrogènes, eux, ils vont être un petit peu positifs. Ce qui fait que la molécule va être polaire, avec un côté négatif, avec un pôle négatif, donc, et un côté positif, donc avec le pôle positif. Et si on met un composé ionique dans l'eau, par exemple, ici j'ai mis du NaCl, en fait le NaCl c'est donc du Na+, et du Cl-. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du Cl-, puisque le Cl est négatif? Eh bien, la partie positive de l'eau, le pôle positif de l'eau, va s'orienter vers le Cl-, ça va être le côté des hydrogènes. Et puis pour le Na+, ça va être l'inverse, ça va être le pôle négatif de l'eau qui va s'orienter vers le Na+. Et ensuite, une fois que cette étape va se passer, ça s'appelle la solvatation, mais ce n'est pas à retenir, il va y avoir une dispersion des ions et vont partir chacun de leur côté. Et c'est comme ça qu'en fait ça se passe en réalité, la solubilisation. Et donc quand vous faites une dissolution d'un composé comme du NaCl dans l'eau, voilà ce qu'il se passe. Et c'est à cause de ça, ce caractère, cette affinité entre les pôles négatifs et positifs de l'eau, avec les différents sels et composés ioniques, qu'il y a la dissolution et donc la solubilité des composés ioniques dans l'eau. Maintenant, parlons de la conductivité. La conductivité, c'est la capacité d'une solution à conduire le courant. Et la mesure, elle se fait avec un appareil qui s'appelle le conductimètre. La conductivité, c'est donc une grandeur physique. Elle est notée par un symbole, une lettre grecque, sigma, et elle a une unité, c'est-à-dire ici des siemens par mètre. C'est-à-dire que si vous mesurez la conductivité d'une eau avec un conductimètre, vous allez noter sigma est égal à une certaine valeur, siemens par mètre. La conductivité, elle peut être influencée par différents facteurs. Tout d'abord, la nature des ions. Par exemple, si vous avez du Na+, ou du K+, la conductivité ne sera pas la même. Ensuite, il y a aussi la concentration molaire en ions qui s'exprime en mol par litre. Alors à noter que la concentration molaire d'un ion s'écrit toujours d'une certaine forme particulière. On met deux crochets et au milieu on met le nom de l'ion. Par exemple, la concentration molaire en Na+, s'écrit entre crochets Na+. En fait, vous l'avez déjà fait l'année dernière quand vous déterminiez la concentration en H3O+ d'une solution à partir d'une certaine valeur de pH. Vous faisiez la concentration de H3O+ égale 10 puissance moins pH. Et vous notez bien entre crochets H3O+ pour dire en fait concentration en H3O+. Et bien c'est la même chose.
la concentration molaire d'un ion s'écrit entre crochets et au milieu le nom de l'ion. Et puis enfin, le dernier facteur, c'est la température. Pour continuer, on va comparer différentes eaux. L'eau minérale, l'eau du robinet et l'eau pure. Et ici, j'ai représenté sur les ordonnées la conductivité de ces trois eaux. On voit ici que l'eau minérale conduit très bien le courant, l'eau du robinet beaucoup moins, et l'eau pure pas du tout. Alors comment ça s'explique? Tout simplement parce que l'eau minérale, elle est très minéralisée, elle possède donc beaucoup d'ions, et donc forcément, elle conduit très bien le courant. L'eau du robinet, en revanche, elle est bien moins minéralisée. Elle possède donc moins d'ions, donc elle conduit moins le courant. Et puis l'eau pure, puisqu'il ne reste plus que de l'eau, il n'y a plus du tout d'ions, donc elle ne conduit plus du tout le courant. Alors en fait, de l'eau pure, il en existe plusieurs sortes. Deux sortes en l'occurrence. L'eau distillée, c'est-à-dire qu'on a fait chauffer l'eau, on l'a fait passer à l'état de vapeur, puis on l'a reliquéfiée pour obtenir de nouveau de l'eau liquide. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a enlevé tous les ions, les ions eux ne se sont pas évaporés, donc notre eau distillée elle ne possède pas d'ions, la conductivité sigma est donc de 0. Et puis également, étant donné qu'on l'a chauffée à plus de 100 degrés, on a également tué toutes les bactéries, l'eau est donc stérile. C'est ce type d'eau qu'on utilise en milieu médical. Et puis nous au lycée, en chimie, on va plutôt utiliser de l'eau déminéralisée, c'est-à-dire qu'on va la filtrer, qui va nous permettre d'enlever tous les ions, elle n'a donc toujours pas d'ions. En revanche, on ne touche pas aux bactéries. L'eau, elle ne sera donc pas stérile. C'est pour ça qu'on l'utilise au lycée, mais qu'on ne peut pas l'utiliser en milieu médical. Revenons sur la conductivité avec le dosage conductimétrique. Le but du jeu, c'était de déterminer la quantité de matière en ion sulfate que l'on avait dans une eau minérale. Pour cela, on a réalisé le montage suivant, avec dans le bécher une solution d'eau minérale qui contenait du SO4-, donc du ion sulfate. Et puis dans la burette, on a placé une solution titrante de chlorure de barium, BaCl2, dont la concentration était connue. Et au fur et à mesure, à chaque fois qu'on a vidé un petit peu de cette solution de chlorure de barium dans le bécher, on a mesuré la conductivité. Alors ce qui était intéressant ici, c'était de faire réagir les ions Ba2+ contenus dans le chlorure de barium, parce que le chlorure de barium, c'est un composé ionique, quand on le met dans l'eau, ça forme du Ba2+ et 2Cl-. Et donc ce chlorure de barium, et donc le barium, il réagit avec les ions sulfate, SO4-, pour former du BaSO4, qui est un solide, c'est-à-dire que ça formait un précipité, en l'occurrence un précipité blanc. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'à chaque millilitre de barium que l'on versait, on mesurait la conductivité. C'est-à-dire qu'on a essayé de tracer le graphique sigma, la conductivité, en fonction du volume versé de barium. C'est ce que l'on a donc fait, on a versé millilitre par millilitre du barium, du moins la solution de chlorure de barium. Et on a vu la conductivité qui augmentait de manière linéaire au fur et à mesure que l'on versait la solution de barium. Et puis d'un coup, la conductivité s'est mise à augmenter de manière beaucoup plus rapide. En fait, on a vu une certaine cassure. Et en fait, cette cassure, ça correspond au volume équivalent, c'est-à-dire le volume qui correspond au moment où on a l'équivalence, c'est-à-dire qu'on est en proportion stoichiométrique. Puisqu'on sait que pour chaque mol de Ba2+ que l'on verse, on a aussi autant de SO4- consommé, et en fait ça correspond au moment où les deux quantités de matière ont été introduites de manière stoichiométrique, c'est-à-dire qu'on a autant de Ba2+ qui a réagi ici avec autant de SO4-. Alors on va essayer nous ici de s'intéresser, avant de revenir sur comment déterminer les proportions stoichiométriques, on va essayer de s'intéresser pourquoi on a ces courbes. Alors quand on verse au départ du Ba2+, le Ba2+, il réagit avec le SO4-. Donc le SO4-, sa concentration, elle diminue. Donc la conductivité devrait diminuer. Mais en fait, puisque ce n'est pas du Ba2+ que l'on verse, mais du chlorure de barium, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on met quelques millilitres de chlorure de barium, on met du Ba2+ dans l'eau, qui réagit avec le SO4-, mais on met aussi 2Cl-. C'est-à-dire que la concentration, elle, en Cl-, elle augmente, ce qui explique que la conductivité augmente. Après l'équivalence, le SO4-, a été entièrement consommé, il ne diminue donc plus, il est arrivé à 0. Le Cl-, lui, il continue d'augmenter. En revanche, cette fois, on a aussi le Ba2+, qui va augmenter, puisqu'il ne réagit plus, il n'y a plus de SO4-. Et donc là, forcément, ça fait augmenter la conductivité beaucoup plus rapidement. Alors revenons sur cette
petite formule, n de Ba2+ est égal à n de S au 4 de moins. Comment déterminer ces proportions stoichiométriques? Et bien pour ça, on a une formule. Par exemple, imaginons qu'on a alpha A, c'est-à-dire alpha c'est le coefficient stoichiométrique d'une espèce A, plus bêta B donne gamma C. Et bien pour déterminer les proportions stoichiométriques, on prend la quantité de matière du réactif A sur son coefficient stoichiométrique, qui est égal à la quantité de matière du réactif B sur son coefficient stoichiométrique. Cette formule est très importante. Ici, en l'occurrence, on avait un Ba2+, plus un S au 4 de moins. Donc en fait, c'était n de Ba2+ sur 1 est égal à n de S au 4 de moins sur 1. Ici, c'était une relation assez simple. Bref, en tout cas, retenez bien cette formule qui est entourée en blanc. Pour conclure sur ce chapitre de la qualité de l'eau, on va parler de la potabilité. Pour qu'une eau soit potable, il faut qu'elle ait un certain nombre de critères respectés, un certain nombre de qualités. Tout d'abord, la qualité microbiologique. C'est-à-dire que si une eau possède des bactéries dangereuses, elle ne va pas être propre à la consommation. Également, une qualité organoleptique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle ait un goût ou une odeur particulière. Et puis également, une qualité physico-chimique, c'est ce qui nous intéresse ici. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ne possède pas de matière plastique à l'intérieur. Il faut qu'elle ait une bonne température, pas trop froide, pas trop chaude. Qu'elle ne soit pas trop salée. Et qu'elle n'ait un pH qui soit ni trop acide, ni trop basique. Alors en fait, cette qualité, elle peut être altérée par l'activité humaine. Par exemple, les émissions de CO2 ont tendance à faire diminuer le pH des océans et des mers. L'activité humaine aussi peut avoir un impact sur la salinité et la faire augmenter. Également, une hausse de la température mondiale entraîne une hausse de la température des eaux. Et puis la pollution, c'est-à-dire l'émission de matières plastiques par exemple, peut polluer l'eau. Et tout ça va entraîner une menace des ressources d'eau potable dans le monde, également une altération de la faune et de la flore. Voilà pour ce chapitre.